Demande à Monsieur Lambert un poste au courrier, ma sœur s'est moquée de moi au dîner de Noël. Toute la famille a ri, mais j'ai souri en pensant, ils ne savent pas qu'ils parlent à leur nouvelle PDG. Demande à Monsieur Lambert un poste au courrier. La phrase a claqué dans l'air feutré de la salle à manger, aussi tranchante qu'un éclat de verre. C'est ma sœur Chloé qui l'a prononcée, sa voix mielleuse contrastant avec la cruauté de ses mots. Nous étions le 24 décembre, au dîner du réveillon de Noël, entourés de toute ma famille et de son propre patron, l'invité d'honneur. Un silence glacial est tombé, si profond que je pouvais entendre le sang battre dans mes tempes. Puis, des rires étouffés ont éclaté, d'abord de mon cousin Marc, puis de ma tante, se propageant comme une maladie. Toute la famille a ri, me désignant sans un mot comme la ratée de service, leur bouc émissaire annuel. Mais j'ai simplement souri, un sourire léger, presque imperceptible, en pensant, ils ne savent pas qu'ils parlent à leur nouvelle PDG. Cette histoire, c'est celle de la nuit où j'ai arrêté de cacher ma réussite à ceux qui n'ont jamais cessé de me définir par mes échecs. Bonjour à tous, et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. C'est une histoire très personnelle, presque douloureuse, que je m'apprête à vous raconter. Avant de plonger dans les détails de cette nuit de Noël qui a tout changé, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. C'est une façon pour moi de me sentir moins seul en partageant cela. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager et nous connecter. Maintenant, revenons à ce dîner, à cette table. Nous étions à Lyon, dans la grande maison bourgeoise de mon enfance. Les murs étaient ornés de guirlandes scintillantes, le sapin croulait sous les décorations, et la table était une véritable œuvre d'art, des huîtres de Cancale, du foie gras mi-cuit, un chapon doré qui embaumait la pièce. Une scène de bonheur familial parfaite, en apparence. Mais pour moi, c'était une prison dorée. J'ai 32 ans, et depuis que j'ai claqué la porte de la faculté de droit à 17 ans, défiant le destin tout tracé que mes parents avaient imaginé pour moi, chaque réunion de famille est devenue un procès. Un tribunal où je suis toujours l'accusé, jugé coupable de ne pas être assez bien. Assise en face de moi, Chloé, mon aînée de 3 ans, était la procureure en chef. Elle rayonnait dans sa robe de créateur, son alliance étincelant à chaque geste. Vice-présidente junior dans une firme parisienne prestigieuse, elle était la fierté de la famille, l'incarnation de la réussite. Elle était tout ce que je n'étais pas, du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous. À sa droite, Monsieur Lambert, son patron, un homme grisonnant au sourire suffisant, sirotait son pomme-roll en hochant la tête, captivé par le charme de sa brillante employée. C'est alors qu'elle a décidé de porter l'estocade. Amélie, ma chérie, a-t-elle commencé, posant sa main sur l'avant-bras de son patron pour attirer l'attention de toute la tablée. Je parlais justement avec Monsieur Lambert de l'importance d'avoir un travail stable. Tu sais, avec tes petits boulots de prof à temps partiel, tu dois avoir du mal à joindre les deux bouts. C'est admirable de vouloir être indépendante, mais il faut être réaliste. Peut-être que tu devrais lui demander un poste au service courrier. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, c'est une vraie entreprise, avec une vraie sécurité. Pas comme tes projets, qui ne mènent nulle part. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque mot était calculé pour m'humilier, pour me rappeler ma place. Mon père a baissé les yeux sur son assiette, soudain fasciné par le dessin de la porcelaine. Ma mère a fait semblant de réajuster une bougie. C'est mon cousin Marc, le fidèle lieutenant de Chloé, qui a brisé la glace avec son rire gras. Elle a raison, a-t-il lancé. Il faut bien quelqu'un dans la famille pour faire les boulots normaux, hein. On ne peut pas tous être des stars comme Chloé. Le rire s'est propagé, une vague de mépris qui m'a frappé en plein cœur. Je sentais le sang me monter aux joues, une chaleur brûlante de colère et de honte. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser mes couverts pour ne pas les faire tomber. J'ai relevé la tête et j'ai regardé chacun d'entre eux, un par un. Chloé avait un sourire triomphant, savourant sa victoire. Marc était hilar. Mes parents affichaient ce masque de déception résigné que je connaissais par cœur. Ils me voyaient comme une cause perdue. C'était leur divertissement annuel, le spectacle de la mise à l'écart d'Amélie. Mais cette année, le spectacle allait avoir un final qu'ils n'oublieraient jamais. Les couverts tremblaient dans ma main,
mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon téléphone vibrait silencieusement dans ma poche avec un message qui allait changer leur monde à tout jamais. J'ai simplement souri, et c'est ce sourire qui les a déconcertés le plus. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'air un instant. Ma voix est sortie, plus stable que je ne l'aurais cru. Je me suis levée de table avec une lenteur délibérée, sentant tous les regards peser sur moi. Ils s'attendaient à des larmes, à une porte qui claque. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. Je me suis dirigée vers la salle de bain du rez-de-chaussée, le seul sanctuaire de cette maison. J'ai fermé la porte à clé et je me suis appuyée contre le bois froid, fermant les yeux une seconde. Le carrelage glacial sous mes pieds semblait aspirer la fournaise qui grondait en moi. J'ai respiré profondément, 1, 2, 3 fois. Puis, j'ai sorti mon téléphone. L'écran affichait 4 messages urgents et un appel manqué de Jean-Pierre, mon directeur des opérations et mon plus fidèle allié au sein du conseil d'administration d'Avenir Global. Le sujet, la finalisation de l'acquisition de Richardson Global, un concurrent majeur, une opération hostile à 12 milliards d'euros que nous préparions dans le plus grand secret depuis 6 mois. La dernière étape, un virement bancaire colossal, ne dépendait que de mon autorisation finale, de ma signature électronique. Voilà mon secret. Voilà la vérité de ma vie depuis 5 ans. Pour ma famille, j'étais Amélie Martin, la rêveuse un peu perdue, celle qui enchaînait les petits boulots sans jamais rien construire de solide. Celle qui vivait dans un petit studio à Paris et conduisait une vieille Clio. Une existence modeste, presque médiocre, qu'ils aimaient me rappeler pour mieux souligner leur propre réussite. Mais pour le monde de la haute finance, j'étais à Durand. J'avais utilisé le nom de jeune fille de ma mère pour créer ma société, une ironie qui m'amusait secrètement. C'était aussi un bouclier, une façon de séparer ma vie professionnelle de ce nid de toxicité familiale. À Durand, la PDG fantôme d'Avenir Global, l'une des plus grandes sociétés d'investissement privé d'Europe. Personne ne connaissait mon visage, je ne donnais jamais d'interview, je ne posais jamais pour les photos des magazines économiques. Ma discrétion était légendaire, et c'était ma plus grande force. Elle me permettait de manœuvrer dans l'ombre, de surprendre mes concurrents, et de vivre une vie presque normale. Le plus savoureux dans tout ça ? La prestigieuse entreprise où Chloé et Monsieur Lambert travaillaient, celle pour laquelle on me proposait si généreusement un poste au courrier, avait été rachetée par une filiale d'Avenir Global il y a 1 an et demi. Ils travaillaient pour moi. Chloé se vantait de sa promotion, inconsciente que c'était moi, sa petite sœur ratée, qui avait validé les budgets qui rendaient cette promotion possible. Chaque rapport de performance qu'elle envoyait, chaque plan stratégique qu'elle élaborait, finissait, après avoir été filtré par plusieurs niveaux hiérarchiques, sur mon bureau. Je connaissais ses forces, ses faiblesses, et surtout, son ambition démesurée qui la poussait parfois à prendre des risques insensés. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me faisait face semblait fatiguée, les traits tirés par la tension. Mais ses yeux brillaient d'une lueur de détermination d'acier. J'ai pensé à mon véritable chez-moi, ce duplex avec une terrasse immense surplombant la tour Eiffel, un havre de paix que personne dans ma famille n'avait jamais vu. J'ai pensé à ma villa sur la Côte d'Azur, où le bruit des vagues remplaçait les critiques acerbes. J'ai pensé à l'île privée que j'avais achetée l'été dernier, un caprice, un symbole ultime de ma liberté. Toutes ces choses, cachées derrière des montages financiers complexes et des sociétés écrans, étaient le fruit de mon travail acharné, de nuits blanches passées à élaborer des stratégies pendant que ma famille me plaignait de ma petite vie. J'avais choisi de leur cacher ma réussite, non par honte, mais par instinct de protection. Je savais qu'ils ne la comprendraient pas. Ils la souilleraient de leur jugement, de leur jalousie, de leur tentative de s'en approprier une part. Je voulais construire quelque chose de pur, loin de leur négativité. J'ai tapé une réponse rapide à Jean-Pierre, lui donnant mes directives claires et précises pour la réunion du lendemain matin concernant Richardson Global. Puis, j'ai respiré profondément. La comédie avait assez duré. Ce soir, je n'étais pas venu pour me battre, mais leur mépris constant, leur cruauté délibérée, avaient changé la donne. Je suis retourné à table, mon visage impassible, serein. Chloé pensait qu'elle menait le jeu, mais elle ne savait pas qu'elle n'était qu'un pion sur mon échiquier. Et la partie était sur le point de devenir très intéressante. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère étrange, une tension à peine voilée que mon calme apparent semblait exacerber. Chloé,
ragaillardie par ce qu'elle considérait comme une victoire écrasante, a continué de monopoliser la conversation, racontant ses exploits professionnels avec une arrogance à peine dissimulée. Je suis restée silencieuse, me contentant de manger en observant le manège de chacun. Mon silence semblait les mettre plus mal à l'aise que si j'avais crié ou pleuré. C'était un silence lourd de non-dits, un silence que je savais être mon arme la plus puissante pour le moment. C'est au moment du dessert, alors que ma mère apportait la traditionnelle bûche de Noël, qu'elle a porté le coup de grâce. Elle a posé le plat sur la table et a annoncé, d'une voix neutre, comme si elle parlait de la météo, « Amélie, le garage est prêt pour toi. Nous avons mis un petit chauffage d'appoint. Ta cousine Amanda a besoin de la chambre d'amis, tu comprends, avec sa grossesse, elle a besoin de confort et de calme. » Le silence est revenu, plus épais et plus lourd que jamais. Les autres membres de la famille fixaient leur part de bûche, faisant semblant de ne pas écouter, mais je savais qu'ils savouraient chaque mot. C'était la dernière étape de mon humiliation annuelle. Relégué au garage. L'endroit où l'on stockait les vieux meubles cassés, la tondeuse à gazon qui fuyait l'huile, et des cartons de souvenirs poussiéreux. Le symbole ultime de ma place dans cette famille, celle qui dérange, celle qu'on met de côté. C'est là que Chloé, incapable de résister, en a rajouté une couche, avec un sourire cruel qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, ne fais pas cette tête, Amélie. Maman a raison, un petit chauffage, ça ira très bien. Tu es habituée à des conditions modestes, non? Je me souviens encore de l'époque où tu as essayé de monter ton petit café. Après ta faillite retentissante, tu as bien dormi pendant des mois sur le canapé d'une amie, n'est-ce pas? Elle venait de toucher un point sensible, une blessure que je pensais cicatriser. Ce café, c'était mon premier projet entrepreneurial, il y a 7 ans. J'y avais mis toutes mes économies, toute mon énergie, tout mon cœur. Il avait échoué, en partie à cause de mon inexpérience, mais aussi, comme je l'avais appris bien plus tard par une amie commune, à cause de rumeurs malveillantes qu'elle avait répandues auprès de mes fournisseurs. Elle avait insinué que j'étais instable, que je ne payais pas mes factures. Elle avait délibérément saboté mon rêve, par pure jalousie. Et aujourd'hui, elle utilisait cet échec, qu'elle avait elle-même orchestré, pour justifier mon traitement. Le garage, ai-je répété, ma voix étonnamment calme, dénuée de toute émotion. Très bien. Ne sois pas dramatique, a dit ma mère en me tendant une part de bûche, sans même me regarder. Ce n'est que pour 2 nuits. Tu devrais nous être reconnaissante d'avoir une place où dormir. Après le café, Chloé m'a escortée jusqu'au garage comme une gardienne de prison escorterait une détenue. L'air était glacial et sentait le renfermer, un mélange d'essence froide et de poussière humide. Le petit radiateur électrique dans le coin bourdonnait faiblement, une petite tache orange dans l'obscurité, luttant en vain contre le froid de décembre qui s'infiltrait par les fissures de la porte. Un lit de camp militaire avait été installé entre la collection de clubs de golf de mon père et des boîtes de décoration de Noël éventrées. Une couverture fine et rêche, probablement sortie d'un placard oublié, était pliée au pied du lit. C'était pathétique. C'était insultant. Avant de refermer la lourde porte métallique derrière elle, Chloé m'a lancé un dernier avertissement, sa voix résonnant dans l'espace vide, le dîner est à 20h demain. Essaie de ne pas ramener de saleté de l'extérieur dans la maison. La porte a claqué, et le bruit du verrou qui tournait a scellé mon isolement. Franchement, que feriez-vous à ma place? Auriez-vous fait une scène, claqué la porte et seriez-vous parti? Ou auriez-vous fait comme moi, en gardant votre calme, sachant que la vengeance est un plat qui se mange froid, très froid? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment, car cette nuit-là, j'ai vraiment douté. Seul dans le froid glacial, j'ai sorti mon téléphone. Il m'avait mise à la porte, mais il venait de me donner l'arme parfaite pour la soirée de demain. Monsieur Lambert allait recevoir quelques emails très urgents cette nuit. Assise sur le lit de camp grinçant, emmitouflée dans mon manteau, j'aurais pu me laisser sombrer dans le désespoir. J'aurais pu pleurer de rage et d'injustice, maudire ma famille et le monde entier. Mais la femme que j'étais devenue ne pleurait plus sur son sort. Elle agissait. Le froid mordant du garage, loin de m'abattre, semblait aiguiser mon esprit, le rendant plus clair, plus tranchant que jamais. Il voulait me traiter comme une moins que rien? Parfait. Je leur rappellerai qui j'étais vraiment, de la manière la plus spectaculaire qui soit.
J'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé Jean-Pierre. Il a décroché à la première sonnerie, malgré l'heure tardive. Sa voix était calme et professionnelle, comme toujours. « Madame Durand, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, Jean-Pierre. J'ai une petite mission pour vous. Une mission qui demande un peu de théâtralité. » Je pouvais presque sentir son sourire à l'autre bout du fil. Il connaissait une partie de ma situation familiale et détestait la façon dont on me traitait. Il était plus qu'un employé, il était un confident. Je lui ai exposé mon plan. Il était simple, mais je savais qu'il serait d'une efficacité diabolique. Je voulais qu'il envoie une série de mails et de messages à Monsieur Lambert tout au long de la nuit et de la journée du lendemain. Des messages de plus en plus pressants, de plus en plus alarmants, tous signés de mon assistante personnelle, sous mon autorité directe. Le premier message partira dans l'heure, ai-je instruit. Il mentionnera un « problème critique de cohérence des données » dans les derniers rapports de restructuration de son département, le projet dont ma chère sœur est si fière. Le suivant, vers 3 heures du matin, demandera une analyse comparative avec les chiffres du concurrent principal, Richardson Global, avec une échéance à 6 heures du matin. Une tâche impossible à fournir en si peu de temps. Un autre, tôt le matin, laissera entendre que votre bonus de fin d'année, Monsieur Lambert, est sérieusement compromis en raison de performances jugées insuffisantes. Le but est de le déstabiliser, de le pousser à bout, de le transformer en une véritable épave nerveuse avant même qu'il ne mette les pieds chez mes parents pour le dîner du jour de Noël. Considérez cela comme fait, madame, a répondu Jean-Pierre, avec une pointe de jubilation dans la voix. Ce sera un véritable plaisir. J'espère que vous êtes au chaud, au moins. Ne vous inquiétez pas pour moi, Jean-Pierre. La colère me tient chaud. Pendant que mon plan se mettait en marche, je me suis connecté au réseau sécurisé de l'entreprise via mon ordinateur portable. La faible lueur de l'écran éclairait mon visage dans la pénombre du garage. J'ai passé des heures à éplucher les derniers chiffres, les rapports internes, les emails échangés au sein du département de Chloé. Je savais déjà que sa restructuration était un désastre financier, mais je voulais connaître chaque détail, chaque erreur, chaque décision mal avisée. Je voulais être armé jusqu'aux dents, non pas avec des opinions, mais avec des faits irréfutables. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Jean-Pierre. Mission accomplie pour le premier email. Monsieur Lambert a répondu en moins de 5 minutes. Il semble préoccupé. Il demande encore désespérément à vous rencontrer, il dit que c'est une question de vie ou de mort professionnelle. Dois-je lui dire que vous êtes indisponible ? J'ai souri dans la pénombre du garage. Non, ai-je tapé. Dites-lui que je suis toujours à Genève pour une affaire urgente. Dites-lui que je suis extrêmement déçu par le manque de rigueur de la direction française et que je reconsidère l'ensemble de son organigramme. Ça rendra le dîner de demain plus piquant. J'ai finalement réussi à somnoler quelques heures, un sommeil léger, agité, le sommeil d'un soldat la veille d'une bataille décisive. Au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers la fenêtre sale du garage, je me suis changé. J'ai enfilé des vêtements simples, un jean et un pull en laine basique, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais sous ce pull se trouvait un chemisier en soie d'un grand créateur, mon armure secrète. J'ai enduré bien pire que le froid d'un garage pour en arriver là. Pendant que Chloé gravissait les échelons en se pavanant à chaque petite promotion, j'étais dans l'ombre, à racheter des entreprises, à restructurer des industries, à bâtir un empire bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Demain soir, à cette même table, Monsieur Lambert et ma sœur allaient parler de leur mystérieuse et impitoyable patronne. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est qu'elle serait assise au bout de la table, en train de leur passer le sel. Le soir du 25 décembre, je suis entré dans la salle à manger à 20 heures précises. L'ambiance était encore plus tendue que la veille. Une sorte d'électricité statique flottait dans l'air. Monsieur Lambert était déjà là, et il était méconnaissable. Son visage était cireux, ses yeux rougis par le manque de sommeil, et des cernes sombres creusaient ses joues. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 24 heures. Mon plan avait fonctionné au-delà de mes espérances. Il sursautait à chaque notification de son téléphone, jetant des regards paniqués à son écran comme s'il s'attendait à y voir sa sentence de mort.
On m'a de nouveau assigné la place au bout de la table, la plus éloignée des invités d'honneur, la place des enfants ou des parents pauvres. Cela me convenait parfaitement. C'était la meilleure position pour observer le drame se dérouler. Chloé, assise à côté de son patron décomposé, essayait de paraître enjouée, mais son propre sourire était aussi tendu qu'un élastique sur le point de rompre. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, qu'un orage se préparait, mais elle était incapable d'en identifier la source. Alors, Catherine a lancé mon père pour tenter de meubler le silence pesant. « Tu as bien dormi ? Pas trop froid dans le garage ?» Il y avait une pointe de gêne dans sa voix, mais aucune excuse. « J'ai connu pire », ai-je répondu d'une voix neutre, ce qui a semblé les déstabiliser encore plus. Chloé nous racontait qu'elle était en lice pour une nouvelle promotion, a-t-il enchaîné, se raccrochant à son sujet de prédilection. Vice-présidente senior. N'est-ce pas formidable ? J'ai hoché la tête en acceptant l'assiette de chapon farci qu'on me tendait. Félicitations, Chloé. Avenir Global doit être très impressionné par ton travail. Le nom de ma propre entreprise, prononcé de ma bouche, a eu un effet étrange. Chloé m'a lancé un regard agacé, un mélange de pitié et d'exaspération, comme pour dire « Que connais-tu de mon monde ?» Monsieur Lambert, lui, a eu un sursaut, comme si le mot « avenir global » était une décharge électrique. « Oui, avenir global » a-t-il balbutié. Le rachat a été une bonne chose, finalement. Beaucoup d'opportunités. Bien que personne ne sache grand-chose de leur PDG. Une femme très secrète. On dit qu'elle est brillante, mais aussi incroyablement exigeante. Ma mère, ravie d'être au centre d'une conversation sur le pouvoir et l'argent, a ajouté son grain de sel. On dit que c'est une recluse milliardaire. Elle ne se montre jamais. Chloé, voulant montrer sa connaissance du milieu et impressionner son patron malgré son état, s'est penchée en avant. Apparemment, personne de notre niveau ne l'a jamais rencontrée. Certains disent qu'elle vit à Genève, d'autres à Tokyo. Franchement, à mon avis, elle n'est pas si brillante que ça si elle se cache de tout le monde. C'est probablement juste une fille qui a eu de la chance et qui laisse ses équipes faire tout le travail. J'ai dû prendre une longue gorgée de vin pour masquer le sourire qui menaçait de trahir mon amusement. Si seulement ils savaient que la recluse milliardaire en question était assise au bout de leur table, après avoir passé la nuit dans leur garage. C'est à ce moment-là que le téléphone de Monsieur Lambert a vibré avec une alerte spéciale, une notification que Jean-Pierre avait programmée pour être particulièrement stridente et anxiogène. Il a regardé son écran. Son visage est passé du blanc au vert. « Excusez-moi », a-t-il murmuré, la voix tremblante. « C'est urgent. Je dois répondre. » Il s'est précipité dans le couloir, mais sa voix angoissée nous parvenait clairement. « Oui. Oui, j'ai les rapports. Non, je n'ai pas encore réussi à joindre Madame Durand. Oui, je comprends l'extrême importance. Elle est toujours à Genève ? Oh mon Dieu !» Il est revenu à table, l'air d'un homme qui marche vers l'échafaud. Pour détourner l'attention et se remettre en selle, Chloé a décidé de se vanter une dernière fois, l'erreur fatale. J'ai justement finalisé la restructuration de tout notre département opérationnel, a-t-elle annoncé fièrement. J'ai fait économiser des millions à l'entreprise. Sous la table, j'ai discrètement sorti mon téléphone et ouvert le rapport financier que j'avais étudié toute la nuit. Économiser des millions ? Ces changements avaient en réalité causé une perte sèche de près de 3 millions d'euros en raison d'inefficacité logistique et de contrats renégociés à la hâte. Je regardais les chiffres plonger depuis des semaines, attendant le bon moment pour intervenir. Ce moment était enfin arrivé. Le téléphone de Monsieur Lambert a sonné une deuxième fois, encore plus fort. Cette fois, quand il a regardé l'écran, il est devenu blanc comme un linge. Il savait que quelque chose de terrible se préparait. Mais il était loin, très loin de la vérité. Monsieur Lambert s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé bruyamment le parquet, manquant de se renverser. Je suis désolé, je dois vraiment y aller. Une urgence absolue. Il n'a même pas attendu de réponse de la part de mes parents, ses hôtes. Il s'est presque enfui de la maison, son téléphone collé à l'oreille, son visage déformé par la panique. Je l'entendais supplier dans le vestibule, « S'il vous plaît, je vous en prie, juste 5 minutes avec Madame Durand. » La réunion de demain,
ma carrière est en jeu. Son départ a laissé un vide inconfortable, un silence chargé de questions sans réponse. Mon oncle, toujours prompt à vouloir détendre l'atmosphère avec des platitudes, a tenté de relancer la conversation. En parlant d'affaires, vous avez entendu la dernière nouvelle? C'est incroyable. Avenir Global vient de racheter Richardson Global pour une somme folle. 12 milliards. Une OPA hostile, paraît-il. Cette PDG, elle est absolument impitoyable. Elle ne laisse rien passer. Chloé s'est redressée, les yeux brillants d'excitation professionnelle, oubliant un instant la détresse de son patron. C'est l'un de nos plus gros concurrents. C'est une nouvelle incroyable. Ça va rebattre toutes les cartes du marché. Impitoyable. J'ai songé à ce mot. J'ai pensé aux nuits de travail acharné, aux stratégies complexes, aux risques calculés, aux sacrifices personnels. Non, pas impitoyable. Déterminé. Stratégique. Visionnaire. La porte d'entrée s'est ouverte et s'est refermée avec fracas. Monsieur Lambert est revenu, le visage défait, l'air d'un homme hanté qui venait de voir son propre avenir s'effondrer. Madame Durand. A-t-il commencé, sa voix n'étant plus qu'un souffle rauque. Il s'est arrêté, cherchant son souffle. Elle vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Demain matin. À 7 heures. Le jour de Noël. La fourchette de Chloé est tombée de sa main et a heurté son assiette dans un bruit sec et métallique qui a fait sursauter tout le monde. Quoi? Mais c'est Noël. C'est impossible. C'est illégal, non? Elle s'en fiche, a répondu Lambert, sa voix brisée par le désespoir. Elle veut examiner en personne tous les rapports sur la restructuration. Elle a dit que les premiers chiffres étaient catastrophiques. Chloé, elle veut vos rapports. Sur son bureau. À cette heure précise. Le visage de ma sœur s'est décomposé. La panique a remplacé l'arrogance. C'était le moment parfait. Le silence était total, l'attention de tous était à son comble. J'ai posé délicatement mon verre de vin. J'ai raclé ma gorge doucement, un petit bruit qui a semblé résonner comme un coup de gong. Et de ma place, tout au bout de la table, j'ai parlé. Monsieur Lambert. Il a levé les yeux vers moi, comme s'il me remarquait pour la première fois de la soirée, sortant de sa torpeur. Oui. Ma voix était calme, posée, mais elle portait une autorité nouvelle, une assurance qui a surpris tout le monde. Elle a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La réunion est en fait à 8 heures, pas 7. J'ai demandé à mon assistant de la décaler pour laisser à tout le monde le temps de se préparer mentalement. Et Chloé n'aura pas besoin d'apporter ses rapports. Je les ai déjà examinés en détail. Un silence de mort s'est abattu sur la table. On aurait pu entendre une mouche voler. Chloé a éclaté d'un rire nerveux, strident, un son qui sonnait faux. Amélie, qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes bêtises, ce n'est vraiment pas le moment. Tu ne travailles même pas pour Avenir Global. Lentement, très lentement, je me suis levée. J'ai lissé mon pull en laine, un geste simple qui semblait chargé d'une immense signification. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux, puis j'ai balayé du regard chaque personne assise à cette table. En fait, si. Ma voix était douce, mais ferme, ne laissant place à aucun doute. Je ne travaille pas pour Avenir Global. J'ai fait une pause, savourant l'instant, l'incompréhension totale sur leur visage. Je suis Avenir Global. Le visage de ma sœur s'est décomposé. Monsieur Lambert me regardait comme s'il avait vu un fantôme. Mais pour qu'ils comprennent vraiment, pour que la vérité s'ancre dans leur esprit obtus, il me fallait une preuve irréfutable. Et j'avais exactement ce qu'il fallait sur mon téléphone. C'est une blague, a soufflé Chloé, mais sa voix n'était plus qu'un murmure tremblant. C'est forcément une mauvaise blague. Tu es folle. Je n'ai pas répondu. Les paroles étaient devenues inutiles. Face à un déni aussi profond, seul les faits bruts, indiscutables, pouvaient avoir un impact. J'ai pris mon téléphone et, d'un geste calme et précis, j'ai activé la fonction de partage d'écran. La grande télévision intelligente du salon, jusqu'alors éteinte, s'est allumée en silence, projetant une lueur bleutée sur les visages stupéfaits de ma famille. L'instant d'après, mon identité,
la véritable, s'affichait en haute définition pour que tous puissent la voir. Ce n'était pas une simple carte de visite. C'était mon profil interne de l'entreprise, celui réservé au conseil d'administration. Il y avait ma photo, un portrait professionnel pris quelques mois plus tôt, où je portais un tailleur sombre et un regard déterminé. Un visage qu'il connaissait, mais une expression qu'il n'avait jamais vue. À côté, en grosses lettres claires et nettes. Amélie Durand, présidente directrice générale, PDG, fondatrice Avenir Global. Un cri étranglé s'est échappé de la gorge de ma mère. Le verre de vin qu'elle tenait, oublié dans sa main, lui a glissé des doigts et s'est écrasé sur le sol dans un bruit cristallin. Le liquide rouge s'est répandu sur le tapis persan blanc comme une tache de sang, une métaphore parfaite de la soirée. Personne n'a bougé pour nettoyer. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran, puis sur moi, dans un aller-retour frénétique, comme s'ils essayaient de réconcilier deux réalités impossibles, deux images qui ne pouvaient coexister dans leur esprit. Monsieur Lambert était sans voix. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme un poisson hors de l'eau. Il a finalement réussi à articuler, sa voix rauque par le choc. « Vous êtes Madame Durand ? Amélie Durand ? Le nom de jeune fille de votre mère ? C'était vous, depuis le début ? Oui, ai-je dit simplement, en le regardant droit dans les yeux. Ces rapports que vous essayez désespérément de me faire parvenir, je les ai reçus la semaine dernière. Nous devrons d'ailleurs parler des projections du 4e trimestre. Elles sont erronées de 30 millions d'euros. C'est une erreur de calcul grossière. Mais, ton studio miteux, ta vieille Clio, tes petits boulots. A balbutié mon père, son visage passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de la pâleur à la rougeur de la honte. J'ai haussé un sourcil, laissant une pointe d'ironie percer dans ma voix. Vous voulez parler de mon pied-à-terre parisien ? Je possède l'immeuble entier. C'est un excellent investissement immobilier, les loyers couvrent largement les charges. Quant à la Clio, elle est écologique et pratique pour circuler à Paris, elle ne m'attire pas d'ennui. Contrairement à votre Mercedes de fonction, Chloé, ai-je ajouté en la regardant fixement, mon ton devenant glacial. Que vous n'auriez jamais dû utiliser pour vos vacances personnelles en Italie aux frais de l'entreprise. J'ai les relevés de péage et les notes d'hôtel. C'est une faute professionnelle grave, un abus de biens sociaux. Le Code du travail est très clair à ce sujet. C'est un motif de licenciement immédiat. Chloé est devenue livide, comme si je venais de la frapper. Chaque mot que je prononçais était une nouvelle brique qui s'effondrait de son monde si parfaitement construit, révélant les fondations pourries sur lesquelles il reposait. Monsieur Lambert a sombré dans sa chaise, se tenant la tête entre les mains. Il a murmuré pour lui-même, mais tout le monde l'a entendu, chaque syllabe chargée de regret et d'horreur. Le garage. Mon Dieu! On vous a fait dormir dans le garage. J'ai laissé faire, je n'ai rien dit. Oui, ai-je dit, ma voix se faisant plus douce, mais non moins percutante. Vous l'avez fait. Vous étiez tous tellement occupés à me juger sur les apparences que vous n'avez jamais pris la peine de regarder plus loin. Vous avez vu ce que vous vouliez voir, l'échec qui vous rassurait sur votre propre succès, la brebis galeuse qui vous permettait de vous sentir supérieur. Ils étaient tous sans voix, brisés par la vérité. Mais je n'avais pas encore fini. Il y avait une dernière chose que Chloé devait entendre, une chose qui ne concernait pas l'argent, ni les voitures, ni les titres. Une chose qui concernait l'humanité. Le silence dans la pièce était devenu une entité à part entière, une présence lourde et suffocante. Le choc initial laissait place à une honte palpable, une gêne qui rendait l'air irrespirable. J'ai décidé de ne pas leur laisser le temps de se réorganiser, de trouver des excuses, de tenter de minimiser leurs actions. Je me suis tournée vers Chloé, dont le visage était un masque de confusion, de peur et d'incrédulité. L'argent, les titres, les voitures de fonction, tout ça n'est qu'une façade, Chloé. Une illusion. La vraie valeur d'une personne, le vrai leadership, ne se mesure pas à la taille de son bureau ou au nombre de zéros sur sa fiche de paie. Il se mesure à la façon dont elle traite les autres. Surtout ceux qui sont en position de faiblesse, ceux qui dépendent d'elle. Je l'ai laissé absorber mes paroles, la regardant droit dans les yeux pour qu'elle ne puisse pas se dérober. Puis j'ai continué, ma voix se faisant plus précise, plus accusatrice. Tu te souviens de Sophie, du service comptabilité ? Une femme discrète, mère célibataire,
toujours la première arrivée et la dernière partie. La femme qui t'a demandé une autorisation d'absence exceptionnelle de 3 jours le mois dernier? Chloé a hoché la tête, un mouvement à peine perceptible, incapable de parler. Je savais qu'elle s'en souvenait. Je l'avais vue, à travers les rapports de la direction des ressources humaines que je lisais chaque semaine, rejeter la demande avec une note froide et impersonnelle, un simple refusé. Raison opérationnelle. Son fils de 8 ans, Léo, devait subir une opération à cœur ouvert, ai-je poursuivi, ma voix se durcissant à chaque mot. Une opération vitale. Elle t'a supplié, elle t'a expliqué la situation dans un email poignant que j'ai lu. Mais tu as refusé, prétextant une période de clôture budgétaire chargée. Pire, tu l'as menacée de la licencier si elle s'absentait, la mettant dans une situation impossible, choisir entre son travail et la vie de son enfant. Des murmures choqués ont parcouru la table. Même mes parents, qui avaient toujours admiré l'ambition de Chloé, semblaient horrifiés. C'était une chose de m'humilier, moi, leur fille décevante. C'en était une autre de faire preuve d'une telle cruauté envers une étrangère. Heureusement pour Sophie, et pour son fils, elle a eu le courage et le désespoir d'écrire un dernier email à la direction générale, un email adressé à Madame Durand, comme une bouteille à la mer. Cet email m'est parvenu directement. Je l'ai lu à 2 heures du matin. J'ai personnellement appelé Sophie pour la rassurer. J'ai approuvé son congé médical payé de 3 semaines. J'ai fait en sorte que son fils soit transféré dans le meilleur service de chirurgie cardiaque pédiatrique de France, et Avenir Global a couvert tous les frais non remboursés par la mutuelle. Son fils va bien aujourd'hui. Parce que c'est ça, être un vrai leader, Chloé. Ce n'est pas de faire économiser de l'argent en écrasant les gens. C'est de prendre soin de ses équipes, de faire preuve d'un minimum d'humanité. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris. Mon père a finalement trouvé sa voix, une voix faible, brisée. Amélie. Pourquoi? Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? On aurait pu t'aider. J'ai tourné mon regard vers lui, un regard rempli de 15 années de déception et de solitude. M'aider? Ou m'utiliser? Est-ce que ça aurait changé quelque chose, papa? M'auriez-vous mieux traité si j'avais réussi selon vos termes à vous? Si j'étais devenue avocate ou médecin? Cette famille ne mesure la valeur des gens qu'en fonction des marques qu'ils portent et des zéros sur leur compte en banque. Je voulais construire quelque chose qui ait un sens, quelque chose qui soit à moi, loin de votre jugement permanent. J'ai réussi. Mais j'ai dû le faire en vous cachant qui j'étais vraiment. Et ça, c'est le plus grand échec de cette famille. J'ai vu une lueur de compréhension, ou peut-être de honte, dans les yeux de mon père. C'est une situation compliquée, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai bien fait de garder mon secret si longtemps. Aurais-je dû leur dire plus tôt et risquer qu'ils interfèrent? Je me suis tournée vers la porte, prête à partir. Mais avant de quitter cette maison, peut-être pour de bon, j'avais une dernière annonce à faire, une annonce qui scellerait leur humiliation. J'ai attrapé mon sac à main, posé sur une chaise près de l'entrée. Le simple geste de prendre mes affaires a semblé briser le sortilège qui tenait la pièce en suspens. Le chaos que je laissais derrière moi était palpable, mais silencieux. C'était un chaos d'émotions implosant à l'intérieur de chacun. Ma mère pleurait en silence, des larmes de honte coulant sur ses joues. Mon père semblait avoir vieilli de 20 ans en 1 heure, le poids de ses erreurs s'abattant soudain sur ses épaules. Et Chloé restait figée, comme pétrifiée, son monde de certitude s'étant volatilisé. J'ai adressé un dernier regard à Monsieur Lambert, qui était encore assis, l'air complètement perdu, comme un homme qui a raté le dernier train et se retrouve seul sur le quai d'une gare déserte. La réunion de demain est maintenue à 8 heures, ai-je déclaré d'une voix claire et professionnelle, le ton de la PDG reprenant le dessus. L'heure n'était plus au règlement de comptes familiaux, mais aux décisions d'entreprise. Nous discuterons en priorité de la restructuration désastreuse qui nous a coûté 3 millions d'euros. Nous aborderons également la question de votre utilisation abusive des notes de frais, Chloé. J'ai un dossier complet. Et nous réévaluerons la totalité de la structure de direction de la filiale française, Monsieur Lambert. Votre manque de supervision est évident. Mes yeux sont passés de Chloé à lui, froid et analytique. Je suggère à tout le monde de venir très bien préparé.
Ne venez pas avec des excuses, venez avec des solutions. Tu vas me virer, a articulé Chloé, les larmes commençant enfin à couler sur ses joues. C'était la première émotion sincère que je voyais chez elle de toute la soirée. Ce n'était pas du remords, c'était de la peur pure et égoïste. La peur de perdre son statut, son salaire, son prestige. J'ai secoué la tête, un mouvement lent et délibéré. Non. Ce serait trop simple. Trop facile. Te virer, c'est te permettre de jouer la victime, de raconter à qui veut l'entendre que ta méchante sœur milliardaire t'a renvoyé par jalousie. Je ne te ferai pas ce cadeau. J'ai fait un pas vers elle. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, je vais te tenir responsable de tes actes. Tu vas rester, et tu vas réparer les dégâts que tu as causés. Tu vas personnellement appeler Sophie pour t'excuser. Tu vas diriger l'équipe qui va combler le trou de 3 millions d'euros que tu as creusé, et tu le feras sans bonus cette année, ni la suivante. Tu vas apprendre ce que signifie vraiment le succès et la responsabilité. Le succès, ce n'est pas un titre ronflant ou un bureau avec une belle vue. C'est l'intégrité, l'innovation, et surtout, les résultats concrets. Des choses dont tes rapports manquent cruellement. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, puis je me suis arrêtée, ma main sur la poignée dorée. Je me suis retournée une dernière fois vers l'assemblée silencieuse, dévastée. Oh, et une dernière chose, ai-je dit, un léger sourire flottant sur mes lèvres, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je ne dormirai pas dans le garage ce soir. Inutile de vous inquiéter pour mon confort. J'ai une suite qui m'attend au Georges V, j'ai fait une pause, laissant l'information infuser, le nom du palace parisien résonnant dans la salle à manger bourgeoise de Lyon. Que je possède, d'ailleurs. Avenir Global a racheté le groupe hôtelier le mois dernier. C'était dans les journaux. Vous devriez lire la presse économique de temps en temps. Leurs expressions étaient un mélange d'incrédulité et de désespoir total. C'était la touche finale, le coup de grâce. Ce n'était pas seulement que j'étais riche. C'est que j'évoluais dans une stratosphère qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Joyeux Noël, ai-je lancé doucement avant d'ouvrir la porte et de sortir dans la nuit froide et libératrice. En montant dans ma fidèle Clio, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Des messages de mon père, de ma mère, de mes oncles, de mes tantes. Des excuses maladroites, des tentatives de réécrire l'histoire, des invitations soudaines à discuter calmement. Je les ai tous ignorés. Le temps des paroles était révolu. Le lendemain matin, assise à la tête de la table de conférence dans notre siège parisien, j'ai vu ma sœur et monsieur Lambert entrer, leurs visages marqués par la nuit blanche. Le spectacle était terminé. La nouvelle réalité commençait. Et j'allais leur enseigner ma première règle. La salle du conseil d'administration d'Avenir Global est mon sanctuaire. Située au 50e étage d'un gratte-ciel de la Défense, elle est entièrement vitrée, offrant une vue panoramique sur tout Paris, de la Tour Eiffel au Sacré-Cœur. C'est un lieu de pouvoir, de calme et de concentration. La grande table en bois massif peut accueillir 20 personnes. Ce matin-là, j'étais assise à sa tête, une place que personne dans ma famille n'aurait pu imaginer pour moi. Le soleil de décembre illuminait la pièce, faisant scintiller la ville à mes pieds. Un par un, les cadres supérieurs sont entrés, des hommes et des femmes brillants, que j'avais personnellement recrutés au fil des ans. Ils m'ont salué avec un respect déférent, mais chaleureux. Nous formions une équipe soudée. Puis, Chloé et monsieur Lambert sont arrivés. Ils étaient les derniers. Ils se tenaient près de la porte, hésitants, comme des écoliers convoqués chez le directeur, mal à l'aise dans leurs costumes coûteux qui semblaient soudain trop grands pour eux. Fini l'arrogance, fini le mépris. Sur le visage de ma sœur, je ne voyais plus que de la fatigue et une lueur nouvelle, quelque chose qui ressemblait à de la crainte, et peut-être, juste peut-être, à un début de respect forcé. Je leur ai fait signe de s'asseoir aux places vides, à l'autre bout de la table, loin de moi. Quand tout le monde a été installé, j'ai attendu que le silence se fasse. Puis j'ai pris la parole. Ma voix était calme, mais elle portait dans toute la salle, chaque mot pesé. Bonjour à tous. Avant de commencer à examiner les chiffres trimestriels et notre plan d'intégration pour Richardson Global, je veux aborder un point plus important, la culture de notre entreprise. Tous les regards étaient fixés sur moi, intrigués.
Ce n'était pas mon genre de commencer une réunion par des généralités. Le succès d'Avenir Global ne repose pas seulement sur notre capacité à faire des acquisitions rentables ou à innover. Il repose sur notre capital humain. Sur chacun d'entre vous. Et je veux être parfaitement clair sur un point, je ne tolérerai jamais, à aucun niveau de cette entreprise, que le pouvoir soit utilisé pour humilier, pour rabaisser ou pour ignorer les besoins fondamentaux des personnes qui travaillent pour nous. Un titre, un salaire élevé, un bureau avec une belle vue ne vous donne pas le droit de mépriser ceux qui sont, en apparence, en dessous de vous sur l'échelle hiérarchique. La valeur d'un leader ne se mesure pas à sa capacité à inspirer la peur, mais à sa capacité d'écoute, à son empathie et à son intégrité. Le succès n'est pas seulement une question de profit, c'est une question de caractère. Et le caractère, c'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Pendant que je parlais, mon regard a brièvement croisé celui de Chloé. J'ai vu qu'elle avait sorti un stylo et un carnet. Pour la première fois de sa carrière, je crois, elle prenait des notes lors d'un discours de direction. Elle ne m'a pas regardé une seule fois, mais elle écoutait. C'était un début. J'ai alors enchaîné sur l'ordre du jour, disséquant son projet de restructuration point par point, avec une précision chirurgicale, exposant chaque faille, chaque erreur de jugement, non pas pour l'humilier publiquement, mais pour montrer à tous ce qu'est la véritable responsabilité. C'était une leçon de management, en direct. En sortant de cette réunion de 4 heures, je me suis sentie plus légère. J'ai compris que la meilleure vengeance n'était pas de les écraser, de les renvoyer. C'était de leur montrer, par mes actions et mes principes, que leur jugement étroit et leur petite cruauté n'avaient jamais eu d'importance. Pendant qu'ils étaient occupés à me regarder de haut, je construisais un empire fondé sur des valeurs qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Et pour le Noël prochain, je me suis fait une promesse en souriant, en regardant Paris s'étendre à mes pieds. Je crois que je vais recevoir toute la famille chez moi. Dans mon appartement de 1500 mètres carrés. Et peut-être bien que je les laisserai dormir dans le garage. Juste pour voir. Cette histoire montre que la vraie valeur d'une personne ne se voit pas toujours de l'extérieur. Elle est dans ce que nous construisons, dans la manière dont nous traitons les autres, et dans la force que nous trouvons pour surmonter les jugements et tracer notre propre chemin. Avez-vous déjà vécu une situation où votre famille ou vos amis vous ont sous-estimé, pour ensuite regretter amèrement leur jugement? Partagez votre histoire et vos ressentis dans les commentaires ci-dessous, je suis sûr que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres en partageant nos expériences. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits qui, je l'espère, vous donneront de la force. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.